Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à gérer l'évolution myopique avec les lentilles Ability One Day. Alors, on va laisser quelques instants, une petite minute que tout le monde puisse arriver en temps et en heure. En attendant, pour ceux qui sont présents, pour s'assurer que l'audio est bon, est-ce que vous pouvez lever la petite main qui est prévue à cet effet? Ouais, merci Mathilde, mais Paul, ok, super. Donc le son a l'air d'être plutôt bon. Donc ça, c'est parfait. Donc là, je suis accompagné de Julie et de Vivien qui vont vous présenter ce webinaire. Pour une fluidité, on laissera dérouler la présentation et on gardera un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc, vous pouvez les poser dans l'onglet « Questions » prévu à cet effet. Eh bien, Julie et Vivien, je vous donne la main. Super, merci. Merci Nicolas, bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour une session de webinaire proposée par l'enseigne Écoutez Voir. Un vrai plaisir, d'autant plus qu'on va aujourd'hui vous parler de notre innovation de l'année dernière qui est AcuView et notamment AcuView One Day pour gérer l'évolution de la myopie. Donc je suis Vivien Lebrun qui est au compte qui s'occupe de l'enseigne Écoutez Voir pour le laboratoire Johnson & Johnson et je suis accompagné de Julie que je laisse se présenter tout de suite. Merci Vivien. Bonjour à tous, je suis donc Julie Abrial, responsable scientifique et formation chez Johnson & Johnson. Et effectivement, ce matin, on va donc vous parler de myopie et notamment de notre lentille Ability, effectivement, qui a été lancée à la SFO l'année dernière. Donc, je pense qu'on peut commencer. Nicolas, tu peux me confirmer, on est bon? Allez, hop. Allez-y, allez-y. Donc, super. Pour commencer ce webinaire, on va refaire déjà un petit peu au niveau des généralités autour de la myopie et essayer de comprendre finalement pourquoi cette myopie, elle est si importante, pourquoi est-ce qu'on en parle autant depuis, on va dire, 6-7 ans maintenant. Bah, tout simplement parce qu'en fait, la myopie, c'est une maladie qui est chronique, qui est progressive. C'est une épidémie qui est en croissance, on en parle beaucoup. Elle est caractérisée du coup par un allongement excessif de l'œil et surtout derrière un risque de grosses complications oculaires qui seront associées notamment à l'âge adulte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se doit en tant que professionnel de santé de se dire de proposer, de parler de l'ensemble des traitements qui existent pour les enfants pour éviter des catastrophes quand même à l'âge adulte, puisque c'est vrai que ça peut amener jusqu'à une très grosse déficience visuelle dès qu'on commence à prendre un peu plus d'âge. Pour revenir sur quelques chiffres, il faut savoir que le nombre de personnes atteintes de myopie a presque doublé au cours des 20 dernières années. On s'attend à ce que plus de 50% de la population mondiale soit myope. C'est pour ça qu'on dit que la myopie aujourd'hui, c'est la plus grande menace pour la santé oculaire du 21e siècle. D'autant plus que longtemps, on pointait du doigt l'Asie quand on parlait de myopie, mais on se rend compte que finalement, l'ensemble des pays suivent cette même direction avec de la myopie qui ne cesse d'augmenter, tous pays confondus. Une des idées reçues qu'on pouvait avoir aussi il y a quelques années en arrière, c'est de se dire que finalement la myopie, elle pouvait être gênante pour les forts myopes, que c'était là où on pouvait avoir plus de complications. Je trouve que c'est pas tout à fait juste, puisque aucune myopie aujourd'hui n'est sans danger, car dans plus de 30% des cas de dégénérescence maculaire myopique, elles vont survenir en fait sur des personnes qui ont des myopies inférieures à -6, donc ce qu'on dira des myopies faibles à légères. Donc même une myopie finalement de -1 peut avoir des conséquences graves à l'âge adulte. Et que pourquoi est-ce que ça va être important de freiner cette myopie? Parce qu'en fait, chaque dioptrie que l'on prend en plus, qu'on aurait pu ne pas prendre, c'est un risque de dégénérescence maculaire myopique de 67% supplémentaire, ce qui est non négligeable. Et enfin, ce chiffre de 25%, c'est-à-dire que c'est une personne sur 4 qui va avoir une longueur axiale supérieure ou égale à 26 mm. C'est vraiment cette longueur axiale qu'on ne veut pas dépasser parce qu'en fait, c'est des personnes qui, à l'âge de 75 ans, risquent d'avoir des grosses déficiences visuelles.
Je préciserai aussi autour de ce chiffre et cette valeur de 26 mm, c'est qu'on a souvent appris dans nos études d'optique que finalement la longueur axiale était fortement corrélée à la réfraction, finalement, que si on avait tant de puissance, ça faisait une longueur axiale à peu près de temps. Il se trouve que c'est pas tout à fait juste. Aujourd'hui, on sait que même des faibles myopies peuvent avoir vraiment déjà des yeux finalement très allongés, et c'est là tout l'intérêt aussi de prendre des mesures de longueur, de prendre des biométries. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de choix en termes de traitement contre cette myopie. C'est des choses qui s'est beaucoup développées ces dernières années par rapport à cette prise de conscience de l'intérêt de freiner la myopie. C'est un vrai enjeu de santé publique. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver sur le marché? On peut avoir des lentilles d'orthoca, on peut avoir donc ces fameuses lentilles pardon, qu'on porte la nuit et qui vont permettre de ralentir la myopie qu'on peut ne pas avoir la journée. On va avoir des lentilles souples, on peut avoir des verres freinateurs type MioSmart, Stellest. On va avoir des traitements pharmacologiques comme l'atropine. Et il y a d'autres choses aussi pour information qui sont en cours d'expérimentation, notamment la lumière rouge pulsée qui pourrait avoir aussi un impact sur les tissus du fond de l'œil finalement et de réussir à éviter que ça s'allonge trop. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que comme on a quand même du choix au niveau de traitement, c'est vrai, c'est de faire le bon choix, de savoir finalement quel sera le meilleur traitement pour l'enfant selon son mode de vie, son âge, sa maturité. Là aussi, avec lequel les parents et l'enfant seront le plus à l'aise, ça va être important et aussi bien évidemment selon sa réfraction parce que tout ne se fait pas forcément dans toutes les puissances. Donc c'est un ensemble de choses qui va se dire là pour cette personne-là, on va pouvoir prendre ce traitement. Si je viens maintenant un petit peu plus sur les solutions optiques, comment ça fonctionne, que ça soit finalement les verres de freination, les lentilles souples, les lentilles d'orthokératologie. Le principe est toujours le même, c'est de venir finalement travailler sur un principe de défocus myopique. Qu'est-ce que c'est que ce défocus myopique? C'est tout simplement le fait de se dire que quand la personne va regarder à travers son système optique, il ne va pas avoir juste une image qui se focalise sur la rétine, mais on va aussi avoir une image finalement qu'on va venir focaliser en avant, et c'est le fait de focaliser en avant de la rétine qu'on appelle de créer le défocus myopique. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, on a pu constater que lorsqu'on corrige un œil myope juste avec de la puissance concave, certes, on lui donne une bonne acuité visuelle, mais en fait, on crée aussi une sorte de surstimulation du tissu rétinien qui, par réponse à ça, va venir chercher à s'allonger. Donc finalement, certes, le myope, on le compense, on lui donne une bonne vision, on stimule son tissu rétinien, l'œil s'allonge et on rentre dans un cercle vicieux de la myopie qui est évoluée. Donc aujourd'hui, pour les personnes myopes, l'idée c'est clairement de se dire, on leur met certes de la puissance concave, puisqu'il faut quand même bien leur donner une bonne acuité visuelle, mais on va aussi intégrer des puissances convexes dans le système concave pour venir créer cette image en avant et éviter cette surstimulation rétinienne. Une chose qui est bien sûre aujourd'hui, c'est qu'on ne surcorrige pas non plus la myopie. Et évidemment, on ne se dit pas, je la corrige pas pour éviter du coup que la myopie évolue. On sait qu'il faut mettre la pleine correction, mais avec un système qui intègre un défocus myopique. Et c'est par rapport à ça que je vais pouvoir vous parler du coup de cette technologie Ring Boost qui compose notre lentille Ability. Donc savoir justement comment, je vais vous expliquer comment est-ce que notre R&D a développé les choses pour trouver justement quelle valeur de convexe qu'il fallait mettre, comment on allait l'intégrer dans notre lentille pour finalement avoir une lentille qui soit freinatrice de la myopie. Donc, comment est-ce qu'elle a fait la R&D pour déjà trouver cette valeur convexe? Ils sont repartis un peu de zéro. Ils ont repris tout un tas de mesures, notamment avec un banc d'essai optique, comme vous pouvez voir, qu'on utilise essentiellement en recherche et développement. Et la première chose qu'ils ont pu constater, qui est assez étonnante, c'est que finalement, on s'est rendu compte, enfin la R&D s'est rendu compte, que quand on brouille quelqu'un avec des valeurs positives aux alentours de +2, +2,5, certes, on a une perte d'acuité visuelle. Jusque-là, c'est logique, on vient mettre un brouillard devant la personne. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, quand on brouille un peu plus sur des valeurs entre
4 et 8 dioptries, finalement, l'acuité visuelle, elle n'est pas si pénalisée que ça. Au contraire, il y a une sorte de regain d'acuité visuelle, mais au détriment du contraste. C'est ce qu'on peut voir à côté, là, sur les petits E, finalement. On voit que quand on brouille de +2, on voit une sorte de masse noire, on distingue à peine le E. Plus je brouille, plus mon E redevient net, mais par contre, il est un peu plus pâle, le contraste est moins bon. Donc ça, c'est une première découverte qu'ils ont pu faire, c'est que finalement, de brouiller plus que de dioptries, ce n'était pas si pénalisant en termes d'acuité visuelle. L'autre chose qu'ils ont pu constater, l'animation, je suis désolée, elle est un peu rapide, mais qu'est-ce qu'on veut montrer ici? C'est que finalement, comment est-ce qu'on pouvait travailler l'optique de ces îlots convexes pour du coup être performant aussi en termes d'image sur la rétine? Et bien, ça a été de le travailler en section de tor. Pourquoi en section de tor? Parce qu'on se rend compte que quand on utilise une section de tor, on a une focalisation non pas sur l'axe visuel, mais tout autour de l'axe visuel en annulaire. Ce qui fait que l'image qui se projette à la fin sur notre rétine, elle est beaucoup moins diffuse. On a un cercle de moindre diffusion qui est beaucoup plus petit, donc une meilleure qualité d'image. Donc finalement, notre technologie Ring Boost, c'est un cumul de ces deux trouvailles qui a été faite au niveau de notre R&D. C'est qu'on s'est dit on va mettre 2 anneaux de défocus de +7, d'où le nom de Ring, et on va mettre un boost au centre de +10. Et tout ça en travaillant les optiques en section de tor pour avoir une image, des rayons qui focalisent tout autour de l'axe visuel pour préserver la meilleure qualité visuelle pour les enfants. Et c'est en ça, en fait, que la FDA, qui est l'équivalent de la HAS aux États-Unis, a considéré cette lentille vraiment comme un dispositif innovant, puisqu'on a réussi à créer un défocus très fort, +7, tout en préservant une bonne acuité visuelle, puisque le cercle de moindre diffusion sur la rétine est moins impacté, et on a pu constater que l'acuité visuelle périphérique avec des valeurs plus convexes pénalisait pas tant que ça, finalement, la vision des enfants. Cette lentille a été sujet d'étude pour ceux qui aiment la biblio. Vous pouvez scanner le petit QR code avec le dinosaure en haut à droite. Vous avez toute la publication qui est disponible. Donc, la publication que l'on a pour le moment, elle est à 6 mois. On devrait avoir une publication à 24 mois qui ne devrait pas tarder puisqu'elle était en cours de relecture par un comité scientifique. Donc, c'est une étude qui a débuté maintenant il y a un peu plus de 2 ans, qui a été faite multisite, donc dans différents endroits, sur 240 enfants avec une majorité de femmes, ce qui n'est pas vraiment étonnant parce qu'il faut savoir qu'en général, les femmes sont plus myopes que les hommes. Ça a été fait aussi de façon multiethnique, hein. Il y avait à la fois des Afro-Américains, des Caucasiens, des Asiatiques. Ça n'a pas été fait seulement que sur des Asiatiques parce que c'est souvent ce qu'on peut retrouver aussi dans la biblio, finalement, une population très asiatique dans les études. Donc là, on a vraiment voulu voir sur tout type d'ethnie. Ça a été fait sur des enfants âgés de 7 à 12 ans qui avaient des myopies comprises entre 0,75 et 4,5 dioptries, qui avaient des faibles astigmatismes puisque c'est une lentille qui n'existe pas en version torique, donc on n'aurait pas pu faire l'étude sinon, et des anisométropies faibles, inférieures à 1,50 pour éviter tout autre problème de vision binoculaire associé. Et surtout, c'était des enfants qui n'avaient jamais eu de système freinateur. Donc, on a pu à chaque fois vérifier à différents tempos, donc à 1 semaine, 4 semaines, 13 semaines, 26 semaines, ce qui équivaut donc aux 6 mois. À chaque fois, une prise de la longueur axiale, une mesure de la réfraction et bien évidemment, une surveillance de l'acuité visuelle et de la qualité de la vision. Qu'est-ce qui ont pu ressortir de ces résultats à 6 mois? Donc, on sait que par rapport aux enfants de l'étude qui pouvaient porter une lentille contrôle, c'est-à-dire une lentille juste unifocale, sans système de freination, ou les autres enfants qui avaient une lentille avec une technologie qu'on appelle dual focus, plus connue sous le nom de MySight, et du coup, on a pu comparer notre lentille Ability. Et donc, Ability, on voit que c'est donc la courbe bleue. En moyenne, les enfants avaient une évolution de la longueur axiale de 0,079 mm versus 0,135 pour ceux qui étaient en dual focus et 0,189 pour ceux qui n'avaient pas
du tout de lentilles avec un système freinateur. Donc, on constate effectivement que le frein est assez important. Je sais que souvent, on vous donne des chiffres, des fois un peu avec des valeurs de pourcentage. Donc, ça équivaudrait à peu près à 70% de freination sur 6 mois. On a fait la même courbe pour voir un peu au niveau de la réfraction ce que ça pouvait donner. Et là, on voit qu'en moyenne, le changement de réfraction pour les enfants qui portaient Ability était de 0,12 dioptries versus 0,25 pour la Dual Focus et 0,35 pour ceux qui n'étaient sans système de freination. Au niveau de l'acuité visuelle, c'est souvent ça qui inquiète, puisqu'on se pose beaucoup de questions sur comment les enfants peuvent voir avec ces systèmes freinateurs, de toutes sortes qu'ils puissent être. Eh ben, elle est très bonne, puisque plus de 90% des enfants sont très satisfaits de la qualité de leur vision avec ces lentilles-là. On a pu tester la qualité de la vision à la fois de près, de loin. On a testé la vision périphérique, la vision centrale, savoir s'il y avait des problèmes d'effet de halo, d'image dédoublée, toutes ces gènes un peu visuels qui pourraient arriver. Et ben non, ça n'a pas été le cas. Les résultats sont vraiment très, très bons. À 12 mois, donc on a pu extrapoler quelques chiffres à 12, 18 et 24 mois. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, que ce soit 12, 18 ou 24 mois, à chaque fois, c'est quasiment 70% des enfants qui n'ont montré aucune progression statistiquement significative de leur myopie au cours d'une période de 1 an, 18 mois ou 24 mois. Donc ça, c'est intéressant puisque ça veut dire, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire qu'ils ont pris moins d'une demi-dioptrie finalement par an, puisque c'est vraiment le seuil qu'on ne veut pas dépasser. À partir du moment où vous avez une myopie qui évolue de 0,50 tous les ans, ça veut dire que vous êtes vraiment dans le cadre d'une myopie évolutive. Donc, on voit que ce chiffre, toujours, on est à 70,8% à 12 mois. À 18 mois, on est à 68,3%. Et à 24 mois, on est à 68,4% des yeux d'enfants portant Ability One Day qui n'ont pas montré d'augmentation de leur myopie. On voit aussi que sur 24 mois, finalement, la progression de la myopie en moyenne était de 0,55 dioptries. Donc, ça veut dire qu'on diminue par 2 finalement l'évolution de la myopie parce que, comme je vous le disais, si on augmente de 0,50 dioptries tous les ans, on est dans le cadre de la myopie évolutive. Je vais vous parler maintenant un peu plus du protocole d'adaptation. Comment est-ce que ça se passe pour proposer cette lentille? C'est très facile pour le coup, puisqu'on va commencer avec une réfraction subjective, comme vous avez l'habitude de faire. On va aller chercher le maximum convexe pour une vision nette en vision de loin. Et par contre, c'est vrai qu'on va se concentrer sur des patients qui vont avoir un astigmatisme maximum de 1 dioptrie, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas encore cette lentille en version torique. Ensuite, on pensera bien à ramener la puissance trouvée sur la tête de REF au sommet cornéen. On fera une petite transpo lunettes, lentilles dès qu'on a des myopies supérieures à 4, puisque du coup, ça va être important de ne pas l'oublier pour éviter d'aller chercher de mettre trop concave pour ces personnes. On va prendre du coup une lentille Ability One Day. On pourra la placer du coup sur l'œil pendant une dizaine de minutes et déjà au bout de 10 minutes finalement faire un petit point, déjà voir comment ça se passe. On va pouvoir contrôler la vision en regardant s'il y a une petite surrêve qui subsiste ou pas en vision de loin. On va s'assurer de mettre le maximum convexe en vision de loin. Donc, on pourra toujours faire le petit test avec plus ou moins 0,25, voir est-ce que je gagne en acuité, est-ce que ça pénalise pas le fait de remettre le plus 0,25. Je vous mets un petit exemple juste après. Si besoin, on complétera la correction, on revérifie à chaque fois l'acuité et on évalue évidemment l'adaptation de la lentille à la lampe à fente. Donc, est-ce que j'ai une bonne mouillabilité sur ma lentille? Est-ce que ma lentille est bien centrée? Est-ce qu'il n'y a pas de franchissement limbique? Est-ce que ma lentille a une bonne mobilité? Finalement, comme on fait pour toute adaptation lentille, donc l'observation à la lampe à fente, elle est très simple puisqu'elle est comme toute autre lentille. Et la puissance de la lentille, elle se cherche aussi de la même façon qu'on ferait une adaptation finalement lentille classique. On finalise du coup l'adaptation
Et l'idéal, c'est de faire un contrôle au moins tous les 6 mois pour s'assurer finalement que le système freinateur fonctionne bien pour ce patient-là. Au même titre qu'un traitement, quand on nous prescrit un traitement pour quelconque maladie, le médecin fait un suivi pour s'assurer de l'efficacité du traitement. Et ben là, c'est la même chose pour la myopie, puisqu'il faut s'assurer que ça fonctionne bien. Et si ça ne fonctionne pas avec un traitement, peut-être qu'il faut penser à faire autre chose ou le cumuler 2 traitements, ça peut être jouable aussi. Enfin voilà, en tout cas, il y a des choses qui peuvent se faire, mais il faut le suivre. Le petit exemple que je vous disais tout à l'heure par rapport à la puissance, si par exemple, vous avez proposé une lentille d'essai de -2 et que l'acuité visuelle était à 10 dixièmes, vous faites une petite surréfraction sphérique. Donc, on va aller, comme on disait tout à l'heure aussi, d'aller chercher toujours le plus convexe possible. Donc, on présente un plus 0,25 sur notre -2. On se rend compte que l'acuité visuelle, elle est toujours à 10 dixièmes. Et ben, dans ces cas-là, ça vaut le coup de se dire, OK, je vais mettre un peu plus convexe et je vais lui proposer une lentille en -1,75. Par contre, à l'inverse, si avec la lentille d'essai de -2, on a une acuité inférieure à 8 dixièmes, donc qui est un peu dans le flou, mais qu'avec le -0,25, tout de suite, il y a un vrai gain et on passe à 12 dixièmes, dans ces cas-là, ça vaut le coup d'aller lui proposer une lentille de -2,25. C'est pour ça que c'est intéressant, au bout de 10 minutes finalement, de faire un petit check, se dire, OK, est-ce que l'enfant est dans une belle qualité de vision ou est-ce que c'est un peu limite? Est-ce que je peux me permettre de mettre un petit plus 0,25 pour se dire je mets vraiment le moins concave possible ou est-ce que non, c'est vraiment un peu trop juste, il faut que je lui donne une belle acuité visuelle et donc du coup, je me permets de lui rajouter un petit moins 0,25. Cette lentille du coup Ability, elle est disponible de -8 à -0,25. Donc c'est ce qui permet quand même normalement de prendre en charge pas mal d'enfants. Donc j'ai souvent la question de me dire comment on fait pour des enfants qui ont plus que -8. Il y a d'autres solutions, mais surtout, je le rappelle, le but c'est de ralentir la myopie dès les premiers signes. Donc normalement, la majorité des enfants n'auront pas encore -8, enfin du moins je l'espère, hein, puisque c'est une lentille qu'on va pouvoir commencer à adapter dès l'âge de 6, 7, 8 ans. Donc normalement, ils ne sont pas encore sur des valeurs de myopie aussi importantes. Volontairement, c'est une lentille avec un diamètre et rayon de 13,80, 7,90, non pas pour avoir une lentille entre guillemets plus serrée sur l'œil, mais plutôt dans le but d'avoir une lentille qui s'insère plus facilement. Donc, elle a un diamètre un peu plus petit pour que justement au niveau de l'ouverture palpébrale, ça soit plus facile à manipuler. C'est quelque chose qui est ressorti aussi de l'étude, hein, que c'était une lentille qui était vraiment facile à prendre en main pour les enfants. Le matériau, vous le connaissez de cette lentille, c'est du Cénophilcon A, soit notre matériau d'Oasis One Day qui est connu. Donc, c'est vraiment une lentille journalière en silicone hydrogel et pour le coup, c'est la seule qui a bien évidemment aussi une protection UV de classe 1 avec un DK du coup sur eux de 121. Si on résume un petit peu ce qu'on vient de se dire, c'est vrai qu'il faut prendre en charge la myopie en tant que pathologie oculaire parce que même si quand ils sont enfants, il n'y a pas trop d'effet sur leur rétine, à l'âge adulte, ça risque d'arriver. Mais j'aurais envie de dire aussi que c'est important parce que plus on attend, certes, il n'y aura pas encore de pathologie, mais dans la vie de tous les jours, être myope de -4, c'est quand même beaucoup plus pénalisant que d'être myope de -1. On ne peut pas du tout se passer de son équipement optique, donc c'est quand même pas très pratique. Donc vraiment, il faut prendre en charge cette myopie tout de suite pour éviter qu'elle prenne des valeurs trop conséquentes. Et qu'il n'y a pas non plus de myopie sans danger. Chaque dioptrie compte. Il faut arrêter avec cette notion de c'est une faible, forte ou moyenne myopie, donc est-ce que je traite ou pas? Non, on les prend toutes en considération de la même façon. Il faut détecter et traiter chaque enfant qui développe la myopie de manière holistique. Donc, c'est vraiment prendre l'enfant et le développement de la myopie aussi dans sa globalité. C'est-à-dire que c'est bien de se dire on va mettre un système optique, on va freiner, mais il faut aussi s'assurer derrière que le traitement est bien suivi, que l'équipement est bien porté, que les conditions, l'environnement autour soit respecté aussi. C'est-à-dire que c'est une chose de mettre un système de freination, mais si derrière l'enfant passe son temps à utiliser que sa vision de près, avoir toujours la tête, que ça soit dans des écrans, dans des livres, du coup, ça ne va pas non plus aider. Donc, il faut réapprendre aussi aux enfants à s'éloigner et surtout à passer du temps en extérieur parce qu'on le sait,
que c'est un vrai impact, hein, la lumière naturelle pour les enfants, il y a un impact sur le ralentissement de l'évolution de la myopie parce que ça va venir jouer sur la synthèse des tissus et ils vont être moins souples, donc ils vont moins se distendre. Et bien évidemment, il va falloir un suivi constant de ces patients avec réfraction, longueur axiale, et que chaque praticien, chaque professionnel de santé va jouer un rôle clé finalement dans la modification de la trajectoire de la myopie pour éviter ce 50% de myopes d'ici 2050. Je pense que j'en ai fini pour la petite présentation technique. Donc, il y a peut-être eu des questions, des remarques, des suggestions. On va pouvoir maintenant passer sur ce petit temps d'échange. Alors, pour le moment, il n'y a pas encore eu de questions pendant la présentation, mais je pense que ça va venir. Donc, je vous laisse quelques instants pour saisir vos questions. Ça prend toujours un peu plus de temps quand il faut les écrire. Ça peut être aussi un partage d'expérience, une remarque ou un cas que vous avez eu. N'hésitez pas à le partager. C'est le moment aussi d'en discuter tous ensemble. Alors, j'ai une première question de May. Bonjour, avez-vous le DKE de cette lentille, s'il vous plaît? Oui, il est de 121. C'est une silicone hydrogel. Donc ça, c'est vraiment le point clé. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'en lentille souple, d'une façon générale, on considère voilà, qu'un DK sur E déjà supérieur à 80 est largement suffisant pour un port en toute sécurité en termes de flux d'oxygénation de la cornée, puisque avec un DK de 80, déjà, on laisse passer plus de 97% de l'oxygène. Quand on a des DK aux alentours de 160, on gagne 2% de flux d'oxygène, ce qui n'est pas non plus énorme. Donc 121, on est à peu près sur une moyenne en termes de DK sur eux qui permet d'éviter tout risque d'hypoxie. Dès 6 ans, existe-t-il des limites d'âge pour une première adaptation? Alors là, c'est plutôt à voir avec le médecin. Nous, comme je vous le disais, l'étude, on l'a commencé à partir de 7 ans. Donc, on peut communiquer que sur des résultats qu'on a eu sur des enfants de 7 ans. Après, ça sera plutôt en échange avec le médecin, savoir s'il pense que c'est intéressant de commencer plus tôt, parce que, par exemple, un enfant qui aurait 5 ans serait déjà sur une très mauvaise trajectoire. Est-ce que, du coup, le bénéfice-risque vaut le coup de commencer un traitement plus tôt? Là, c'est vraiment un échange à avoir avec le médecin et de se dire, OK, est-ce qu'on le fait ou pas? Ça s'est déjà fait. On a eu des remontées, nous, terrain, comme quoi il y a des enfants de même de 5 ans qui avaient été équipés en Ability parce que famille de myopes, l'enfant de 5 ans qui avait déjà une myopie de -1, ce qui est déjà énorme quand on sait qu'on devrait plutôt avoir une correction d'un tour plus de 50. Donc, du coup, là, c'est vraiment un échange avec le médecin. Mais ce que nous, on peut vous dire, c'est juste qu'on a fait nos testings à partir de 7 ans. Donc, je ne peux pas m'avancer sur ce qui se passe avant. Et du coup, Julie, je me permets de compléter la question. Oui. Donc, plutôt potentiellement, selon avis des médecins, et Mm. jusqu'à quel âge pour compléter? Alors, jusqu'à quel âge? C'est une bonne question. C'est pareil, on a fait des tests plutôt jusqu'à des enfants qui vont avoir 12-14 ans. Néanmoins, une fois qu'ils sont adaptés, il n'y a pas vraiment raison d'arrêter finalement. Au moins jusque-là, je dirais de 20 ans, puisque normalement, à 20 ans, la croissance de l'œil est terminée. Néanmoins, on sait que dans les chiffres, il y a encore 10% des plus de 20 ans qui continuent d'avoir des myopies évolutives. Je surcomplète du coup aussi. Des fois, on me pose la question, un enfant, par exemple, qui n'a jamais été myope et à 14-15 ans qui déclare une myopie. Et là, on se dit, bah, il faut qu'on freine. Je mettrai des guillemets là-dessus aussi. Il va falloir savoir comment freiner et surtout savoir pourquoi est-ce que la myopie s'est déclarée. Est-ce que c'est une réelle myopie évolutive et qui était passée un peu sous silence depuis le début, ce qui est assez étonnant puisqu'on sait que dès qu'on est un peu myope, ça pénalise quand même très vite la vision. Et souvent, quand c'est des myopies qui arrivent plutôt dans cet âge-là, c'est ce qu'on appelle une myopie accommodative. Et c'est plutôt dû au fait que les enfants sursollicitent leur vision de près parce que bah, plus de devoirs, plus de livres à l'école,
ce genre de choses. Et du coup, là, il vaut mieux traiter le problème accommodatif qui engendre la myopie plutôt que réellement une myopie qui évolue au sens propre du terme. Donc, très jeune, dès 7 ans, 6 ans, possible, parce qu'on sait que c'est une myopie qui va évoluer. Ah, si ça commence qu'à 14 ans, on met un point de vigilance, on se dit, est-ce que je ferais pas un petit bilan orthoptique pour voir un peu comment est l'accommodation, si c'est pas l'accommodation qui crée cette myopie. Et l'âge de fin, bah, au moins jusqu'à 20 ans, et après à voir si la myopie est vraiment stable ou pas, et à continuer de surveiller. Merci. Autre question, faut-il une prescription spécifique? Oui, quand même, c'est mieux parce qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est le médecin qui doit délivrer du coup la prescription et sur l'ordonnance noter du coup le type de lentille qu'il souhaite. Après, ça dépend aussi du relationnel que vous avez avec les médecins, si peut-être que il y a pas pensé ou quoi. Est-ce que ça peut valoir le coup de l'appeler, échanger sur le cas du patient ensemble? Ça, c'est pareil, ça dépend aussi du relationnel que vous avez. Mais en tout cas, oui, il vous faut une prescription lentille avec écrit freination myopique ou ability pour le faire. Alors, j'ai une remarque. Vous avez dit que lorsqu'on compense la myopie, on stimule les tissus rétiniens et qu'on entre Oui, dans un cercle vicieux. Donc, ce phénomène est aussi présent chez les adultes ou moins présent quand même. moins présent, puisque en fait, un peu comme la peau et autres, les tissus sont moins souples, donc du coup, ça s'étire moins, donc il y a moins cet effet-là. Mais on peut retrouver encore un peu des myopies qui évoluent, même à l'âge adulte. Comme je disais, 10% des plus de 20 ans peuvent avoir une myopie qui évolue, mais c'est nettement moins fréquent parce qu'en fait, au niveau de la synthèse des tissus, des réactions chimiques en boucle qui peuvent se faire entre la sclère, la choroïde et, la rétine, et ben du coup, c'est moins marqué, donc ça bouge moins. Il y a une question, mais je pense qu'on a déjà répondu. Ça rejoint à celle de la prescription spécifique. Il s'agit du même principe que pour les verres de freination. Il faut une ordonnance particulière ou une ordonnance classique pour permettre cette adaptation. Je pense que ça rejoint la Oui, réponse ça d'avant. revient, c'est ça. Ouais. Voilà. Euh, Quelle est la gamme de prix? Ah, ça, Vivien, je te passe la main. Oui, je vais donc répondre. Donc, je donne déjà une première information avant de parler du prix, c'est que ces lentilles sont disponibles et à la vente et à la lentille d'essai sur votre plateforme Visaudio. Et en ce qui concerne la gamme de prix, donc cette lentille existe en boîte de 30 et est proposée en prix de vente recommandé à 37 €. Donc, on est peu ou prou sur une équivalence par rapport à ce qui peut exister aujourd'hui sur d'autres laboratoires de lentilles de contact qui font de la freination myopique. Merci. Je crois que normalement, je n'ai pas d'autres questions. Je me permets juste une petite précision. Ça m'arrive d'avoir cette question aussi. C'est que parfois, on me demande si c'est compatible justement avec un verre MioSmart ou un Stellest ou ce genre de choses. Donc oui, ça peut être complémentaire. Ability peut être utilisé du coup soit en première intention et en port tous les jours cette solution de freination. Mais c'est vrai que parfois il y a des enfants plutôt qui arrivent même vers l'âge 10-12 ans qui pour certaines activités sportives peuvent être un peu coincés avec les lunettes. C'est une bonne option du coup aussi de venir proposer Ability en complément. C'est tout à fait compatible, c'est pas un souci. Très bien. Je n'ai pas d'autres questions qui arrivent. Vous avez été très complet dans les réponses. Pour être efficace, il n'existe pas de temps de port exigé. Alors, si, comme tout système freinateur, si jamais on porte le système de freination qu'une heure dans la journée, ça ne sert pas à grand-chose. L'idée, c'est de le porter au moins une dizaine d'heures par jour et au moins 5 jours sur 7. En tout cas, enfin, à propos de notre lentille, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est pas vrai pour tous les systèmes. Il y en a qu'il faut porter un peu plus, mais en tout cas, la nôtre a montré son efficacité avec 10 heures de port sur 5 jours sur 7. Je
crois que là, ouais, ça rejoint la question de Roman aussi. Ouais. C'est bon. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs versus les lunettes, on avait cette lentille pour information, elle a été lancée il y a, on va dire, de mémoire 2 ans avant nous au Canada, donc on a pas mal d'échanges aussi avec des praticiens du Canada sur ce sujet. Et il y avait notamment professeur Michaud qui partageait un cas où l'enfant à la base, il avait décidé de l'équiper en lunettes, c'était des Mio Smart, il me semble, ou des Céleste, peu importe. Mais le problème, c'est que l'enfant était complètement fermé à l'idée de porter des lunettes, donc son système de freination n'a absolument pas marché, puisque comme il avait une petite myopie de moins 0,50, bah, finalement, il disait, j'arrive à me débrouiller sans, donc je vois pas l'intérêt. Et l'avantage, c'est qu'en mettant les lentilles, c'est quand même plus compliqué à enlever au cours de la journée. Donc, c'est vrai que des fois, c'est une bonne astuce de penser lentilles aussi quand on a un enfant qui, plus ou moins volontairement, casse ses lunettes ou ne veut pas les porter parce que du coup, c'est quelque chose qui est facile à enlever, qui sera moins avec les lentilles. Donc, on peut s'assurer aussi d'un temps de port correct d'un système de freination pour ces enfants qui seraient un peu plus réfractaires au port de lunettes ou qui seraient un peu plus turbulents et les casseraient tout le temps. Et voilà, ça, c'est aussi un avantage de la lentille. Il n'y a pas d'intérêt de faire une ability uniquement pour les activités sportives si un myosport est porté au quotidien, par exemple. Ah, si la personne porte un MioSmart au quotidien et pour, j'en sais rien, pour aller faire du ski, bah, c'est sûr que des fois d'avoir des lunettes sous un masque, pas très pratique. Et ben du coup, on peut tout à fait se dire, on l'équipe avec une lentille Ability pendant 1 ou 2 heures dans la journée, c'est pas gênant. Ou même pour des personnes qui feraient, je sais pas, du rugby ou des sports de contact, du judo, ce genre de choses, aucun problème. Le tout, en fait, pour que la freination fonctionne, comme le principe, c'est du défocus, que ça soit avec les verres ou avec notre lentille Ability, eh ben, ça y aura quand même un impact. Ce qui est problématique, c'est si l'enfant porte, par exemple, que 1 heure Ability dans la journée parce que il a pas eu envie de les mettre ou ils n'ont pas eu le temps de les poser avant d'aller à l'école. Au retour de l'école, les parents disent, bah, pour le temps de faire des devoirs, mettez lentilles. Bah, là, ça perd son sens. Mais sinon, si la lentille, elle est portée que 2 heures dans la journée ou même que 2 heures dans la semaine en complément d'un système freinateur comme les Vermio Smart ou Célèbre, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. C'est mieux que de le laisser sans rien même d'ailleurs. Ou de se dire j'enlève les lunettes, c'est pas grave. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va bientôt arriver au temps de fin. Donc, cette lentille pourrait-elle exister en mensuel? Alors, je ne pense pas parce que comme c'est des enfants, que la sécurité oculaire, elle prime, on sait qu'avec des journalières, il y a moins de risques de contamination et autres. Donc, du coup, non, je ne peux pas assurer à 100%, mais j'ai des doutes qu'un jour, on décide de la transformer en mensuelle. Elle va rester en journalière pour des raisons de sécurité. Et je dirais même que ça sera la tendance d'une façon générale pour les lentilles. Au même titre qu'il y a de moins en moins de lentilles annuelles trimestrielles, je pense que sur le très long terme, il y aura de moins en moins de lentilles mensuelles aussi, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, de porter une lentille journalière, c'est plus sécure qu'un renouvellement fréquent. Et pensez-vous qu'un jour, il y aura aussi l'ability pour astigmate, je pense? Oui, j'espère peut-être, je ne sais pas, c'est possible, j'ai pas d'infos sur ce sujet. Aujourd'hui, je vous ai parlé essentiellement d'Ability en jetable journalier en silicone hydrogel. Il faut savoir qu'elle existe aussi en version orthokératologie. Donc, dès qu'il y a des cylindres plus conséquents à compenser, ça peut se faire en lentille d'orthoca aussi, si vraiment besoin. Ou sinon, effectivement, il y a d'autres laboratoires qui pourront faire d'autres lentilles d'orthoca, mais sinon, on en a une aussi, on a si besoin. Pas d'autres questions a priori. Je pense qu'on va pouvoir du coup clôturer.
Non, je ne vois pas d'autres questions. Bon, Je pense qu'on va parfait. pouvoir clôturer ce webinaire. Merci à vous deux, à Julie et à Vivien. Merci à vous de nous avoir conviés, de nous avoir Plaisir. écoutés. Et du coup, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et à bientôt pour peut-être un prochain webinaire. À bientôt, merci. Merci. Au revoir. Au revoir.